Mireille d'amour! Bonjour les génies! Bonjour, j'espère que vous allez bien! Allô tout le monde, allô Dominique, je suis contente de te voir aujourd'hui. Alors, encore une fois, comme d'habitude, dites-nous si vous entendez bien, si vous voyez bien l'image avec des pouces en l'air et des cœurs. Moi, je vois qu'on est bien en ligne aujourd'hui. J'ai assez de batterie sur mon téléphone, je pense, aujourd'hui. Tout devrait bien se passer. Alors, vous gênez pas de commenter ou poser vos questions tout le long du live aujourd'hui. On va parler de l'attachement et de la liberté. C'est un concept assez particulier parce que il va falloir que tu nous expliques le lien entre l'attachement et la liberté aujourd'hui. Moi, je pense que je comprends, mais en même temps, on dirait que mon cerveau, il bug. Je ne sais pas si je suis la seule, mais dis-moi, déjà en partant, c'est quoi le lien entre l'attachement et la liberté? Puis, tu peux-tu nous démystifier ça en lien avec nos pensées aujourd'hui, Dominique? Oui, bien sûr, Mireille d'amour. Euh, la chose la plus extraordinaire à propos du lien entre l'attachement et la liberté, c'est que souvent, quand on est attaché à des pensées effrayantes, stressantes, frustrantes, blessantes, paralysantes, ça brime notre liberté. C'est Hmm. ça le lien. C'est ça la première chose. On devient dépendant des pensées qu'on croit, puis on n'est pas au courant. Bonjour Jacinthe d'amour! Bonjour, bonjour les génies! Ah, je vois apparaître des génies! Euh, c'est- Pendant longtemps, moi, j'ai cru que j'étais attachée à des personnes, des situations, des choses. J'ai pensé pendant longtemps, puis là, je pense que tout le monde va se reconnaître, hein? On pense, nous les humains, qu'on est attachés à notre corps, on est attaché à notre réputation, on est attaché à notre entourage, on est attaché à notre famille, on est attaché à notre santé, on est attaché à l'argent, on est attaché à notre maison, on est attaché à notre travail, on est attaché à notre réputation, on est attaché à notre identité, on est attaché à, à notre couple, on est attaché à notre conjoint, à nos enfants, qu'on appelle nos dépendants. On est attaché à plein de choses, puis de situations. On est attaché à nos expériences de vie. Quand on croit que quelqu'un nous a fait du mal, on est attaché à cette histoire-là. Et ça fait de nous des victimes, puis aussi le bourreau en même temps quand on croit une histoire. Mais on ne sait pas que c'est pas ce qui arrive à l'extérieur. On ne sait pas ça. Même si j'avais beaucoup étudié, Mireille, bonjour Martine d'amour! T'es pas plus vite que moi, toi? Tu vois pareil. Mais à un moment donné, Mireille, moi je ne verrai plus rien, c'est tout toi qui vas voir la suite. Puis là, qu'est-ce qui est merveilleux, le jour où moi j'ai vu une pensée entre moi et la réalité, tu sais, quand je l'ai vue, là, je l'ai vue apparaître, la pensée, là, je l'ai vue. Là, j'ai vu que j'étais pas attachée à ce qui s'était passé. J'étais pas attachée à ma famille, à mon fils de l'époque, qui est maintenant ma fille, à mes sœurs, à mes parents. J'étais attachée aux pensées que je croyais. Puis en fait, je vais le dire au présent parce que tout ce qu'on vit, c'est maintenant. Quand je crois une pensée, je suis attachée à cette pensée-là. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le fait de la croire, ok, je vais prendre par exemple de croire que on peut croire des pensées bienfaisantes, relaxantes, et on peut croire des pensées stressantes, blessantes. Par exemple, quand j'ai appris que j'étais la mère d'une fille transgenre, ma fille Alexandra, mais Sandra, là, moi, tout de suite, là, j'ai vu la vie en rose. C'était rose-rose, là. Et parce que je crois que c'est la plus belle expérience de toute ma vie, parce que je crois, je me demande comment j'ai fait pour mériter ça. À chaque fois que je passe à ma fille, je vois la vie en rose. Je suis attachée à, à l'histoire que je me suis inventée à propos de ma fille et j'en suis consciente. La liberté entre en jeu quand j'en prends conscience. Tant que je ne suis pas consciente que je crois une pensée,
c'est la pensée qui mène ma vie. Je suis l'esclave de la pensée. Je suis menée par la pensée, puis je ne le vois pas. Je ne Hmm. suis pas consciente que c'est la pensée qui me mène, que c'est la pensée qui colore ma réalité. Au moment où j'en prends conscience, je peux vraiment librement la voir, la réalité, à travers mon histoire que je Hmm. me suis inventée. Parce que je ne suis pas la seule qui est la mère d'un enfant transgenre. Mais moi, j'aime croire que je suis la seule qui vit une histoire aussi extraordinaire. Puis il y a des mères, je suis certaine, j'en connais quelques-unes qui vivent aussi la même histoire. Hmm. Et il y en a des mères que je connais pour qui c'est une histoire vraiment douloureuse parce que les parents pensent qu'ils sont attachés à leur enfant. Moi, ce que j'ai compris, par exemple, la mère qui est attachée à son fils. J'ai parlé à une mère qui est attachée à son fils. On va le prendre en bleu. On va faire comme un peu, on symbolise le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Puis dans d'autres pays dans le monde, c'est le contraire. Le rose pour les gars, le bleu pour les filles. Ça C'est aussi, pas c'est une autre histoire à une autre laquelle on est histoire. attaché. Mais cette mère-là, je lui expliquais, moi, qu'elle n'était pas attachée à son fils. Elle était attachée à l'histoire. L'histoire. Hmm. Son histoire de son beau grand garçon, son histoire de son préféré, l'histoire de tout ce qu'elle avait vécu avant le jour où elle a appris que c'était une fille transgenre, puis toutes les histoires qu'elle s'était inventées après. Après, là, elle voyait un jour se marier, un jour avoir des enfants. C'est cette histoire-là à laquelle elle Hmm. était attachée. Puis c'est un seul exemple, mais je vais en donner plusieurs pendant notre belle Fait que jasette ensemble. comme cette dame-là, par exemple, qui est attachée à cette histoire-là et même à cette chimère-là qu'elle s'était créée à propos de son fils, qu'elle le voyait plus tard marié, blablabla. Là, son monde s'écroule si son fils lui dit, ben, à l'intérieur de moi, je suis une femme, puis je vais faire tous les processus pour vivre une vie de femme, tous les changements transformationnels physiques. Euh, et ça fait mal, ça, quand tu es attaché à ton histoire. Puis ce que je comprends bien, c'est que là où on parle de notre liberté, c'est que comme on est attaché à des pensées, hein, qu'on croit, à des histoires qu'on se crée, on va avoir un comportement au quotidien, on va avoir des décisions, des opinions, on va faire des actions en lien avec ces histoires-là. Fait que C'est ça. même notre comportement est remis en question. Si on remet en question ces histoires-là, c'est ouf! C'est ouf beaucoup parce que on remet en question notre histoire, on remet en question notre façon de penser, nos croyances, notre existence, notre Mm, identité. C'est beaucoup. C'est mm, beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a peur, on se sauve de ça. Mais on ne sait pas. On ne sait pas à quoi on a affaire tant qu'on n'a pas vu que c'était une pensée. Puis là, je mhm, vais donner un exemple très, très, très simple. Puis on va prendre plusieurs exemples, Mireille, parce que les pensées, je suis attachée à une pensée dès que je la crois. Puis quand OK. je la crois parce que je lui donne un sens. Une pensée que je crois, si je prenais l'exemple de on tricote une histoire hein, avec la laine. Mhm, Une pensée, c'est une maille que j'ajoute à mon tricot. Cette maille-là s'ajoute à mon tricot qui prend forme. Puis mon tricot devient réel. Puis ça a un sens. La pensée, je vais la croire si elle signifie quelque chose pour moi. mm, Et c'est pour ça que j'aime beaucoup poser la question à, à moi-même, je me la pose, puis à mes coachés, puis à mon entourage. Puis là, les génies, je vous la pose, puis je la pose à toi, Mireille. À chaque fois que je me sens mal, je vérifie la pensée que je suis en train de croire, puis je vérifie qu'est-ce que ça signifie pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je vais prendre un exemple récent. Puis j'en ai déjà parlé, c'est à propos de mon amie Jojo, qui a été ma voisine pendant plusieurs années, mais pendant un an et demi, la dernière année et demie qui s'est passée,
d'à peu près janvier 2019 à juillet 2020, Jojo avait sa bergère australienne Pépite qui venait me chercher tous les jours pour marcher. Puis moi, Hmm. je croyais à la pensée. J'étais attachée à la pensée. Et j'ai vécu toute ma vie avec la pensée que moi, je ne marche pas toute seule. Voilà ma croyance, ma religion, ma foi, tu comprends? Hmm. Donc, on voit tout de suite que parce que je crois à la pensée, je ne marche pas toute seule, je ne suis pas libre de marcher toute seule. J'attends tout le temps après quelqu'un. Je vais marcher quand il y a quelqu'un. On Hmm. voit là, que la liberté, je la réduis, là, parce que je réduis ma liberté aux occasions seulement de marcher avec quelqu'un. Hmm. Et puis là, avec moi, j'étais tellement excitée à tous les jours de marcher avec Pépite puis Jojo. Puis en plus, j'ai appris à aimer un chien parce que ça, j'avais une autre croyance que moi, j'étais allergique aux chiens. Je l'ai été, mais là, je ne suis plus. J'avais la croyance que les chiens étaient dangereux. Puis si un chien a des dents, il peut mordre. Comme toute mâchoire qui a des dents, ça peut mordre. Puis, mais là, j'ai tout dépassé ça, ces croyances-là. Et c'est sûr que mon identité a changé, mon histoire a changé. Euh, Toute ma perception, ma vision des chiens a changé. Mais pendant un an et demi, j'ai marché avec Pépite et Jojo. Et un jour, Pépite est disparue, est partie dans la lumière, mais elle est encore vivante dans mon cœur. Et Jojo est déménagée. Et là, avant de partir, Jojo me disait, ben là, Dodo, c'est important que tu apprennes à marcher toute seule. Mais moi, je ne voulais pas croire cette pensée-là. Parce que marcher toute seule, ça voulait dire, voilà, ça voulait dire, là, je me suis posé la question, ça veut dire quoi marcher toute seule? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui m'aime, ça veut dire que je ne suis pas importante, ça veut dire que Hmm. je suis seule au monde, ça veut dire que je passe mes journées toute seule, puis qu'en plus, je vais marcher toute seule, ça veut dire que c'est plate, ça veut dire... Aïe, aïe, c'est fou comme on s'en crée des histoires sous-jacentes à une seule pensée, mais on fait tout ça, puis on s'en rend pas compte. Moi, t'es en train pendant que c'est ça, je me dis, je fais tout ça, moi, lui, plein de fois, mais c'est tellement subtil, hein? Toutes ces pensées sous-jacentes-là qui sont en dessous d'une seule pensée, là, ils sont plus ça. Ils chuchotent, on dirait, ces pensées-là. Puis on est attaché. Puis la preuve qu'on est attaché, quand Jojo me disait, Dodo, ce serait important que tu te fasses un petit circuit, il y avait beaucoup de résistance. Je Hmm. résistais. Il y avait la résistance en moi, je voulais pas. Puis quand on résiste là, à une pensée là, qui était logique, puis qui était une belle pensée, imagine marcher toute seule. Ben, moi, je me sentais comme une petite fille de 2 ans, 3 ans, Hmm. une enfant. Puis je boudais, j'avais envie de bouder là, en dedans de moi, puis je les entendais, là, les petites pensées qui boudaient, là. Tu sais, oh, mais, je veux pas, oh, mais c'est ça, oh, ben, puis je l'entendais, là, puis non, moi, je marcherai pas tout seul. Bon, puis là, elle disait, tu peux dire ce que tu voudras, Jojo. J'entendais toutes sortes de pensées, mais je me disais, il est peut-être temps, vu que je commence à comprendre comment ça fonctionne le jeu. Puis là, j'ai dit à la pensée, on va marcher, on va voir. Et là, j'ai trouvé un truc, j'ai dit, j'aime pas marcher toute seule. Puis c'est drôle, hein? On n'aime pas marcher, on n'aime pas ça être tout seul, mais on n'est jamais tout seul. On a Parce des qu'on est avec nos milliards, pensées. on a des milliards de pensées dans notre tête. C'est impossible d'être toute seule. C'est tellement vrai. Quelqu'un veut être tout seul, puis il peut même pas le faire. Pauvre lui, tu sais. Et là, j'ai décidé que moi, je suis matinale. Je médite à 6 heures du matin. À 6h30, je suis déjà debout. Je commence mon café. Puis là, j'ai eu l'idée, quand je prends 2 cafés, entre mon premier puis mon deuxième café, il devait être 7h30, à peu près 8h moins quart, là, je sors marcher. Puis j'ai trouvé mon petit circuit, c'est à peu près 35 minutes, tous les jours, et depuis un mois et demi, je marche tous les matins toute seule. J'ai mon iPod, puis j'ai mon petit écouteur. D'une oreille, j'écoute une entrevue. J'écoute tout ce que je veux d'une oreille, j'ai mon cellulaire. Puis de l'autre oreille, j'écoute la nature, j'observe la nature. Là, je vois plein d'affaires. Là, je vois les écureuils sont occupés. Je vois les travaux de mes voisins. Je rencontre mes voisins. Rencontre les chiens. Je vois les comportements des chiens. Puis je trouve ça cute. Puis j'apprends leur prénom. Et là, cette pensée-là, je ne veux pas marcher toute seule, je ne peux pas marcher toute seule,
Si cette pensée-là me faisait mal, c'est parce qu'elle était elle était en opposition avec ma nature qui est la liberté. Cette pensée-là est là, l'opposé de je ne veux pas marcher toute seule, c'est je veux marcher toute seule. Puis là, maintenant, c'est pas juste je veux marcher toute seule, c'est j'adore marcher toute seule. Et ça veut dire pour moi que je suis libre. Je suis libre de marcher toute seule ou avec d'autres. Je suis libre de ne pas marcher toute seule. Je suis libre. Je suis tout le temps libre. Et voyez-vous, là, les génies, voyez-vous, vois-tu, Mireille, à quel point le fait d'aimer la pensée des deux côtés, je voulais pas marcher toute seule, je marche toute seule, je ne marche pas toute seule, maintenant je suis libre. Ça élargit mon spectre de Ouais. possibilités. Là, j'ai plus Là, de liberté. c'est vraiment, De c'est vraiment liberté. intéressant ce que tu dis. Je voudrais saluer tout le monde qui est là d'ailleurs en passant. Il y a Jacinthe Bibot, Martine Dorval, Barbara Lamontagne et Daniel Cadrin. Daniel Cadrin vient de dire quelque chose. Oui. Il vient de nous écrire un commentaire intéressant. Il va falloir que tu nous expliques ça. Est-ce que ça veut dire, Madeleine Ledoux, que pour être libre, il ne faut pas avoir de pensée? Merci Daniel Damour. Bonjour Barbara Damour. Je vois la question, Daniel. Je vais te dire bonne chance si tu ne veux pas avoir de pensée. Imagine, empêcher ton cerveau de capter des pensées, c'est comme empêcher l'air de rentrer dans tes poumons. À un moment donné, ils vont rentrer pareil. Penser, c'est comme respirer. C'est naturel. Moi, je vois pas ça comme quelque chose de négatif, penser. Pour moi, avant, penser, c'était négatif parce que je savais pas quoi faire avec ça, Daniel. Mais d'ailleurs, il faut, tu sais ce que j'en pense de cette expression-là, il faut arrêter de penser. On n'est pas obligé d'arrêter de penser. C'est tout à ça que je dis quand j'entends il faut. C'est que même si on voulait arrêter de penser, c'est pas nous qui pensons. On est pensé, on est visité par les pensées. Les pensées, ça voyage comme les nuages dans le ciel. As-tu déjà réussi à contrôler un nuage, Daniel? La seule chose que j'ai compris à propos des pensées, c'est d'en être conscient et de vivre en harmonie avec elles. Puis ça, c'est possible en les en comprenant de quoi elles sont faites. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Puis c'est merveilleux parce que les pensées blessantes, moi, ma façon de les voir, c'est que les pensées blessantes me servent à quelque chose. Ils veulent me réveiller à ma nature, qui est la liberté, l'amour, la bonté, la joie, la paix. Ça, c'est des exemples. Et les pensées conscientes, elle, la pensée consciente, ce que j'appelle la pensée consciente, elle, c'est les petites pensées sages. C'est les petites pensées matures qui expliquent aux petites pensées inconscientes c'est quoi la réalité. Ils jasent toutes les deux. Et quand les deux communiquent, quand les deux sont connectés, plutôt qu'être en opposition, quand les deux travaillent ensemble, puis là j'inclus les petites pensées positives aussi, là. Toutes ces petites pensées-là, quand tu travailles en équipe, bien, tranquillement, tout le monde se calme. Et on entend le silence. Le silence, c'est notre nature. Parce que nous, on est le silence qui entend les pensées jaser dans notre tête. Mais quand on pense que c'est les apparences qui nous mènent, on oublie que c'est ce qu'on pense qui nous mène. C'est pas facile on à perd notre liberté à ce moment-là parce que c'est encore des croyances qu'on se fait. Puis c'est encore là un attachement à... C'est l'extérieur. C'est l'extérieur qui fait que j'ai ces pensées-là auxquelles je crois. On est attaché à cette histoire-là. On perd notre liberté qui est de retrouver son plein pouvoir aussi. Parce que l'extérieur, ce que j'appelle l'extérieur, les apparences, le monde matériel, apparemment matériel, parce qu'on pense qu'on est attaché à quelqu'un, on est attaché aux pensées qu'on croit à propos de quelqu'un. La preuve, quand on l'aime plus, on veut plus rien savoir de cette personne-là. On est complètement plus attaché. C'est-à-dire,
Puis ça n'empêche pas de continuer d'y penser, là. Euh, J'espère que je suis claire là-dedans, parce que c'est quand on donne un sens à nos pensées que les pensées s'attachent à nous. Les pensées s'agrippent à nous, puis les pensées deviennent notre réalité. Puis au moment où on commence à réfléchir avec elles, puis là, je me demande, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça signifie pour moi et à quoi ça me sert quand je commence à voir la situation, la personne ou la chose autrement, quand j'ai un autre point de vue, tranquillement la pensée se détache de moi. C'est elle qui se libère. Puis là, je réalise que j'ai retrouvé ma liberté. On peut prendre des exemples, on peut en prendre des exemples concrets. Parce que j'aimerais ça qu'on utilise des exemples plus concrets pour... j'en ai déjà, tellement, là, j'en ai ouais, j'imagine beaucoup. En bien as-tu, t'en toi, as. Moi, Mireille? on va faire l'appel à tous. Si vous avez des exemples, les génies, gênez-vous pas de les écrire, mais n'oubliez pas moi, je vois toujours vos commentaires un peu en retard, en différé, là. Moi, ce que je veux juste savoir, si je comprends bien ce que tu dis, en fait, comme on, par exemple, tu sais, j'ai une relation avec un homme, je me fais une idée de cet homme-là, mais sa mère a une autre idée de cet homme-là, son frère a une autre idée de cet homme-là, son collègue de travail a une autre image de cet homme-là. En fait, je suis attachée à cette image-là, à cette idée-là que je me fais de cet homme-là. Puis c'est à ça, c'est pas nécessairement, et cette image-là n'est pas nécessairement la réalité, c'est juste, et si je comprends bien, c'est ça que tu nous dis. Puis, le jour où j'arrive à voir la réalité telle qu'elle est, en fait, si j'ai une émotion qui me fait me sentir mal, c'est que je suis attachée à une idée de quelque chose. Puis, je veux juste être certaine de bien comprendre. C'est utile, ça. C'est utile d'avoir chaque pensée qui nous visite, en fait, sont utiles. Elles cherchent à nous dire quelque chose, elles cherchent soit à nous faire sortir de notre zone de confort, soit à changer notre perception, soit à nous réveiller à nous-mêmes. En fait, toutes les pensées qui nous visitent, et après, il s'agit d'en prendre conscience puis de choisir à quelle pensée on croit. C'est ça notre liberté. Est-ce que c'est ce que tu nous dis? C'est ça, à quelle histoire je veux m'attacher. Puis quand ça fait mal, c'est le temps de l'observer, cette histoire-là. Parce qu'on ne parle pas aujourd'hui des petites pensées joyeuses, là. Ces pensées-là, tu sais, ma fille transgenre, moi je t'attachais à ma fille transgenre, mais j'ai eu l'époque où c'était mon fils, là. Mon fils qui ne voulait pas savoir grand-chose de moi. Les 13 ans où on ne se parlait pas, où on se voyait presque pas. Ces 13 ans-là où moi, je voulais devenir une mère qui avait de l'allure. Moi, j'ai fait l'inventaire, j'appelle ça le CV, de l'histoire de mon attachement pour mon fils. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai tellement vu de choses que j'ai regrettées. Tu sais, je voulais tellement contrôler mon fils. Je voulais tellement qu'il soit la personne que j'imaginais qu'il devait être pour être heureux. Je pensais que mon bonheur dépendait de lui. Je pensais que son bonheur dépendait de moi parce que j'ai posé la question de quoi ça dépend. Tu sais, on pense qu'on dépend de nos enfants, on pense que nos enfants dépendent de nous. Puis moi, si mon enfant ne m'aimait pas, ça voulait dire que ma vie était finie, ça voulait dire que j'étais une mauvaise mère. Tu vois tous les sens qu'il y avait là-dedans. Il y avait un énorme attachement. Puis je croyais les pensées. Moi, j'étais attachée aux pensées qui disaient les enfants devraient venir voir leurs parents. Mon fils devrait m'appeler toutes les semaines. Mon fils devrait s'intéresser à moi. Mon fils devrait demander de mes nouvelles. Mon fils devrait m'inviter chez lui. Mon fils devrait me confier ses problèmes. Moi, tu comprends? Puis toutes ces pensées-là auxquelles j'étais attachée, là, c'est extrêmement douloureux parce que la réalité, c'est que les enfants sont pas obligés de venir voir leurs parents. Les enfants ne sont pas obligés de parler à leurs parents, ne sont pas obligés d'inviter leurs parents, ne sont pas obligés d'être amis avec leurs parents. Les enfants sont libres.
C'est pour ça que je parle de la liberté. J'avais oublié, moi, que mon enfant était libre. En fait, Wow. j'en étais pas consciente. Et au moment où j'ai pris conscience que sa vie, c'était sa vie, puis qu'on a parlé la semaine passée, c'était sa responsabilité, son bonheur, c'était sa responsabilité, j'ai commencé à démêler et moi, j'ai retrouvé ma liberté. Et en retrouvant ma liberté, puis en comprenant que ça n'avait pas de sens de penser que mon fils me devait quelque chose. Tu sais, j'entends souvent la pensée est populaire, les enfants nous doivent la vie. Ben voyons donc! Ça. Non, mais nos enfants nous doivent la vie. Ah ouais, hein? Puis, Ah ouais. tu sais, moi, là, je réfléchis, là, je l'apprends, je l'écris, là, je réfléchis. Mon enfant me doit la vie. Premièrement, OK, on va regarder la réalité. Hein? Est-ce que c'est moi qui donne la vie? Est-ce que moi, je suis capable? J'ai ce pouvoir-là de donner la vie. Moi, je suis tombée enceinte parce que je suis tombée enceinte, là. J'ai voulu retomber enceinte pendant 6 ans, ça n'a pas marché. J'ai fait une grossesse ectopique, puis le canal famille a été fermé. Hein? L'usine de fabrication de bébés, c'était capote, la clé dans la porte. Même si je voulais avoir d'autres enfants, c'était pas possible. Mais j'ai eu un autre enfant sous une autre forme. On ne sait jamais. Mais c'est ça, c'est que là, j'ai compris. J'ai compris que je n'ai pas donné la vie à mon enfant. C'est le corps qui a fait ça, puis c'est tout, ça fait des milliers d'années que la nature travaille là-dessus pour qu'on conçoive les corps d'êtres humains. Puis mon enfant, c'est pas parce que théoriquement j'y aurais donné la vie que sa vie m'appartient. J'en suis responsable jusqu'à sa majorité, par exemple. C'est moi qui en prends soin. Mais à un moment donné, c'est sa vie. Et l'attachement, parce que je parle beaucoup des enfants, l'attachement qui est le plus douloureux, apparemment, ce que j'ai observé, c'est l'attachement à la famille, c'est-à-dire nos parents, nos enfants, nos sœurs, nos frères, nos conjoints. Moi, j'ai eu des parents là, ils vivent dans la lumière, mais puis même tranquillement, moi, je me suis détachée de mes parents. C'est-à-dire, quand je dis détachée, tranquillement, j'ai réalisé que mes parents avaient leur vie, puis que moi, j'avais ma vie. Puis que c'était possible de vivre chacun dans notre vie, dans notre pré, tout en respectant l'autre. C'est pas parce que moi, j'étais dans ma vie que j'aimais pas mes parents. Tu sais, ça veut dire que, là, ça veut dire que si mon enfant m'appelle pas, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Puis quand je crois ça, j'ai mal. Parce que ça veut dire que je suis pas une bonne mère. Parce que ça veut dire que si j'ai un enfant... J'ai même pensé que mon enfant était égoïste. J'ai même pensé que mon enfant avait pas de cœur. Je l'ai eu, cette pensée-là. Ça fait tellement mal. Parce que c'est pas vrai. Mais là, je le comprends bien, la notion de... Mon Dieu, c'est vrai qu'on n'est pas libre quand on croit à toutes sortes d'histoires comme ça, des pensées qui viennent nous visiter, puis on y croit. C'est vrai que c'est souffrant parce que c'est comme vouloir contrôler l'extérieur. Non, ça ne sera pas possible. Tantôt, quand tu as dit, est-ce que tu as déjà réussi à arrêter un nuage de passé? Non. J'ai aucun pouvoir sur l'extérieur. Fait que là, mon Dieu, là, je comprends là, le lien, la notion de retrouver sa liberté en se détachant des attachements qu'on a de nos pensées, des croyances, des pensées auxquelles on croit. C'est tellement plus clair. J'aimerais juste lire un commentaire de Jacinthe Bibeau qui dit « Est-ce qu'on peut faire un lien avec les dépendances de toutes sortes? » C'est une bonne question, Jacinthe. Je ne sais pas, parce que, moi, j'ai eu une mère qui était alcoolique, OK, qui se disait alcoolique, mais je ne sais pas, moi... je ne suis pas alcoolique à l'alcool, OK? Mais je peux dire que j'ai toute une dépendance aux pensées. Pour moi, la drogue la plus dure, là, celle qui est la plus subtile, parce qu'un verre d'alcool, tu peux le voir.
Hein, une bouteille d'alcool, tu peux l'avoir. La drogue, tu peux y toucher. Tu sais, les sports extrêmes, les sensations extrêmes, on est... c'est parce qu'on pense tout le temps que c'est quelque chose qui est à l'extérieur. La dépendance à la drogue, à l'alcool, au sexe, moi, je me dis tout le temps, puis je ne sais pas, moi, j'ai une dépendance, j'ai eu beaucoup de dépendance, moi, à l'affection puis l'attention des autres. J'étais la guidoune de l'amour. J'étais la prostituée pour une miette d'affection. Puis je ne dis pas prostituée physique, je vendais mes services, mais j'étais prête à nier ma nature, j'étais prête à être une autre personne, j'étais prête à faire semblant que j'étais quelqu'un d'autre pour que quelqu'un m'aime. Puis on va parler de l'amour à un moment donné. Aujourd'hui, on ne parle pas tout à fait de ça. Mais la plus grande dépendance pour moi, c'est ma dépendance aux pensées que je crois. Parce que cette dépendance-là, on ne la voit pas. Puis en parlant d'alcool, merci Jacinthe, tu me fais penser à ça. J'ai vu un documentaire, parce que moi, je suis une boulimique de l'information universelle. Là. Je m'intéresse à un paquet d'affaires depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Puis, aussitôt qu'il y a des documentaires, je suis compulsive. Moi, je suis compulsive de tout savoir sur les passés. Aujourd'hui, j'ai une compulsivité, mais c'est à bon escient, hein, c'est pour clarifier ma vie. Mais au lieu de m'engourdir, de m'endormir, puis de me mettre en état d'ébriété, ça me met en état de sobriété. Hein. Je veux dire, ça m'apporte la clarté. Les pensées, la compulsion aux pensées, c'est l'effet contraire qu'un verre d'alcool. Mais j'ai vu une expérience. Des scientifiques voulaient prouver l'effet placebo. Ils ont pris un groupe cible de personnes entre 20 et 60 ans, puis ils leur ont fait vivre la même expérience. Ils ont exposé chaque personne à un barman de renom qui leur faisait des cocktails. Puis eux, chaque personne était assise dans un local toute seule, dans un beau fauteuil très confortable, puis ils avaient droit à une dégustation de cocktails. Puis à chaque cocktail, ils disaient combien il y avait de taux d'alcool, puis ils avaient le droit à 3 cocktails. Puis après avoir consommé le cocktail, le cobaye la- décrivait aux chercheurs les effets qu'il ressentait dans son corps. Puis là, ils en ont filmé un jeune homme dans la vingtaine qui a pris les 3 consommations. Puis là, il s'est levé, puis le jeune homme titubait. Puis là, ils l'ont fait s'asseoir dans une autre pièce pour qu'il se repose, puis qu'il tranquillement retrouve ses esprits. Et après ça, à chaque personne, ils ont dit qu'il y avait 0 alcool. 0 alcool. Les gens ne pouvaient pas le croire. Ils ne pouvaient pas le croire. Mais moi, je peux le croire. Je peux le croire. Parce que la pensée, ça nous fait croire à l'existence de quelque chose qui n'existe pas. Moi, j'y Pour crois moi, tellement c'est à ce l'effet que tu dis. C'est placebo. tellement Ça, vrai c'est parce l'effet que, placebo. tu sais, quand quelqu'un parle, oui, mais je le ressens en dedans. Tu sais, quand tu ressens une émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, tu la ressens tellement, tellement, tellement forte. Tu sais, c'est la même affaire, là. Tu crois à une pensée, tu en ressens les effets physiques. Fait que tu y crois encore plus, c'est pareil que l'alcool, c'est la même affaire. Ça s'appelle les émotions. Je capote, Mireille, j'avais oublié d'en parler. C'est tellement évident. Les émotions sont des réactions physiques aux pensées qu'on croit. J'appelle ça les effets secondaires. Si ça, c'est pas la définition de la dépendance, je ne sais pas ce que c'est. Puis moi, je ne sais pas, j'ai pas accompagné vraiment... jusqu'ici, j'ai le vague souvenir de quelques personnes alcooliques. J'en ai au moins une. Mais ce que j'aimerais, si jamais il y a dans les personnes qui vont nous écouter, quelqu'un qui voudrait faire vivre l'expérience, parce que je ne sais pas, je ne connais pas ça. Vu que je ne l'ai pas vécu, c'est pas facile pour moi d'en parler. Puis, étant donné que je me considère pas alcoolique, mais je suis alcoolique de d'autres choses, parce que, comme je le dis, l'addiction, hein, c'est la pire des pires, puis celle qu'on voit pas, c'est les pensées. La pensée peut nous faire voir un ennemi chez quelqu'un, puis elle peut nous pousser au meurtre,
c'est tellement hallucinogène. C'est plus que de l'hypnose. Ça nous fait voir des dangers où est-ce qu'il n'y en a pas. Ah ouais. C'est c'est tellement, c'est stupéfiant. Tu sais, les stupéfiants, là, la pensée, c'est le plus puissant stupéfiant. C'est tellement extraordinaire, puis c'est dans l'attachement que ça se passe. Parce que, puis en plus, on va dire, oui, mais c'est vrai, je le ressens dans mon corps, Mireille, tu sais, je l'ai entendu tellement de fois. La preuve, c'est que je le ressens. Oui, mon chéri, tu penses, toi, tu dis c'est de l'alcool parce que tu ressens les effets de croire que ce verre d'eau-là, c'est de l'alcool pur. J'ai un autre exemple. Il y avait un homme qui travaillait dans des gros camions, des camions remorques réfrigérés. Puis il faisait ça depuis des années. Puis un vendredi soir, il était dans le camion remorque. Puis tout à coup, il a voulu sortir. Puis il a réalisé que la porte était barrée. De l'extérieur, il ne pouvait plus sortir du camion réfrigéré. Puis là, tranquillement, toute la fin de semaine, il y avait sa tablette avec un crayon, là, parce qu'il prenait des notes dans le camion. D'heure en heure, il décrivait les effets du froid. Puis à la fin, la main tremblait, puis on ne pouvait plus lire. Puis lundi matin, quand le personnel de semaine est arrivé de jour, et le lundi matin, ses collègues sont arrivés, ils ont ouvert le camion, et le monsieur était décédé. Puis ils se sont demandé pourquoi, parce que la réfrigération n'était pas allumée. Ça n'a pas fonctionné de la fin de semaine. Puis c'est un cas que j'ai vu dans un documentaire aussi. Wow. C'est tellement Wow. puissant la pensée. Et si on est attaché à ça, c'est parce qu'on lui donne un sens dans notre histoire. Cette pensée-là fait partie de notre histoire. On s'identifie à elle. C'est très important. Qu'est-ce que les gens vont penser? Je sais, moi, je me souviens, j'ai été attachée à l'apparence de mon mari, OK? Mon mari, c'est moi qui l'habillais parce que moi, selon l'aspect vestimentaire de mon mari, les gens allaient me juger, moi. J'étais Ah attachée ouais. à l'apparence de mon conjoint parce que si mon mari était bien habillé, ça voulait dire que j'étais une bonne épouse. Puis si j'étais une bonne épouse, ça voulait dire qu'on allait m'aimer. Ça C'est voulait dire que particulier, je ça. pouvais... Mais Parce que comment tu peux savoir comment les autres personnes jugent l'apparence de ton... Tu sais, je trouve que c'est drôle, j'excuse. c'est drôle, mais c'est des détails. Mais tout le monde, on est tous pareils là-dessus. On est attachés. J'espère, Jacinthe, que ça répond à ta question. C'est une grande réflexion. C'est une belle réflexion. Puis ça demande beaucoup de courage parce que on va voir les choses telles qu'elles sont. Au lieu de les enrober et de s'engourdir, mais curieusement, plus on voit la réalité telle qu'elle est, plus on réalise que ce sont les contes d'horreur que les pensées inventent qui font mal. Et là, tranquillement, on a de moins en moins le goût de s'engourdir pour se protéger parce qu'on ne voit plus de mal. On sait que le mal, c'est une pensée. C'est une pensée qui fait mal. Puis là, on en prend soin, on en prend soin. Tranquillement, les petites pensées se calment. Et étant donné que ça fait moins mal, on a moins le goût d'engourdir le corps. On veut traiter le corps où les effets sont ressentis plutôt que de traiter la pensée qui crée les effets souffrants. Ouais. J'ai Linda Martin qui donne un exemple assez intéressant concernant l'attachement aux pensées qu'on a, qui peut nous enlever énormément de liberté, là, puis nous faire vivre toutes sortes d'émotions. Elle écrit effectivement, les pensées apportent des émotions. Hier, je pensais avoir effacé les données dans l'ordinateur de ma fille. Je me suis sentie tellement mal. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les pensées qui m'ont traversée. Je voyais déjà qu'elle avait perdu les travaux de sa session. Finalement, les données étaient sauvegardées ailleurs. Tout ça pour, tu sais, mais mon Dieu, qui n'a pas vécu quelque chose comme ça et plusieurs fois par semaine, même, je dirais. Hein? Ça pas plusieurs fois par jour. C'est merveilleux parce que là, tu es là, ton monde s'effondre, c'est fini, c'est fini.
Puis, tu sais, on a peur de faire des erreurs parce qu'on est attaché à la perfection. Hein? En Puis moi, je plus. dis, bon, on va pouvoir en reparler, Mireille, hein, ça fait partie de nos prochains sujets, la La perfection. perfection. Mais moi, je Tellement. voulais... Pardon, qu'est-ce que tu disais? Mais il y a tellement de sujets, c'est... ouais. Mais en fait, on ne veut pas être parfait. Moi, ce que j'ai compris, en d'autres mots, on veut être irréprochable. Parce que c'est plate d'entendre un reproche. Puis pourtant, un reproche, c'est juste un point de vue, hein? C'est juste une opinion. Puis les Hmm. petites pensées, ils ont le droit à leur opinion. Mais pour l'attachement, j'ai une autre image, là, pour vraiment qu'on le visualise. Quand j'avais Vas-y. fait mon premier atelier sur les pensées, ça, c'était. Je venais de voir la pensée, je capotais. À cette époque-là, j'étais une hystérique. Là. J'étais hystérique. Non, c'est vrai, on aurait pu, mais c'est malheureux. J'ai pas le film de cet atelier-là, mais j'étais une vraie hystérique. Puis On va s'aimer dorénavant. j'avais apporté pour montrer aux gens les pensées, comment on est attaché. J'avais gonflé un gros paquet de ballons multicolores, puis je les avais attachés avec des cordes. Puis là, là, je leur expliquais. Puis j'avais tous des petits bâtons. Les ballons étaient sur des petits bâtons parce qu'ils n'étaient pas gonflés à l'hélium, mais j'avais tout mis une corde qui pendait après chaque bâton, puis chaque ballon. Puis là, j'expliquais que quand on croit une pensée, puis on lui donne un sens, là, on l'intègre dans notre histoire, là, comme un morceau dans notre casse-tête, hein? Et là, il y a la petite corde qui est là. Tu sais, le petit cordon là, qui nous joue dans la face, là, tu sais, je vais prendre... Attends un petit peu, je vais enlever mon ordinateur. Tu sais, la petite corde, elle est là, tu sais, mais là, elle te niaise, la petite corde te niaise, puis tu dis, non, non, je l'ai pas, mon ex, non, ça me dérange plus. Non, non, il n'y a pas de problème. Oh non, c'est passé, c'est fini, c'est fini, c'est fini. On l'a dans la face, on l'a dans la face. Tu sais, t'as le petit ballon comme ça, là. Puis là, tu dis, non, non, je ne l'ai plus dans ma vie. Comment qu'on dit ça? Donc, J'ai tourné la page. j'ai tourné la page, j'ai pardonné, j'ai Mhm. pardonné. Elle est toujours là, elle est toujours là. Et ce qui se passe quand on réfléchit au sens de ça pour vrai, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Qu'est-ce que, tranquillement, la pensée qui nous jouait d'en face, tranquillement, la pensée, quand on comprend à quoi elle sert, à quoi elle veut me réveiller, au fond, elle veut me réveiller au fait que j'ai rien à pardonner, qui a été, puis de toute façon, je l'ai toujours su qui il était, ce qui était souffrant, c'était à l'homme idéal que j'ai imaginé, puis le fait que lui, il n'embarquait pas dans le moule que j'avais créé pour lui. Puis tranquillement, on le voit, puis là, tranquillement, la pensée. Hmm. Moi, j'appelle ça le détachement. Elle se détache. La tâche tenace, la tâche, on peut l'écrire comme on veut. L-A, espace T-A-C-H-E ou L Une apostrophe tâche. A-T-T-A-C-H-E. Mhm. La tâche se détache d'elle-même. Hmm. On, on réalise que ça ne tient pas debout, cette affaire-là, que c'est plus utile, qu'on n'en a plus besoin, C'est là qu'on retrouve notre que liberté. c'est plus rien, puis la petite Hmm. pensée s'envole, elle va achaler quelqu'un d'autre. Ça, c'est plaisant, parce que là, un moment donné, on rencontre, on fait l'épicerie, on croise quelqu'un, puis la personne nous dit, ah, moi, en tout cas, j'ai pardonné, c'est fini, c'est le passé. Puis on la voit qu'elle a comme même si elle a un masque, là, tu y vois comme une petite crampe dans l'œil, là, tu sais. Mais Et on a beaucoup de ouais. compassion. Beaucoup On de est tous compassion. visités par les mêmes pensées, tu le dis Oui, souvent. Ça, j'aimerais oui. en profiter pour lire un petit paragraphe dans ton livre, Le manuel du génie, si tu le veux bien, Oui. concernant l'attachement. À la page 87, le deuxième paragraphe. Les pensées relaxantes correspondent à ce que tu aimes et ce qui te fait sentir bien. Elles parlent de ce qui respecte tes valeurs, tes goûts, tes limites et tes besoins.
Qu'elle soit abstraite ou concrète, elle contribue à ton bien-être et te garde à ton état naturel de détente. Avec elle, tu te sens libre, confiant, à ta place, que tu sois seul ou dans une foule. C'est pourquoi tu t'attaches facilement à cette famille de pensées. Tu en deviens même dépendant, ce qui n'est pas mauvais en passant. Puis ça, c'est bien qu'on mentionne ce qui n'est pas mauvais en passant. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal d'être attaché à nos pensées. Parce que c'est ça la réalité. C'est ce qu'on vit tout le monde à tous les jours, tout le temps. C'est ni bien ni mal, ou bien ou mal, ni bien ni mal. Mais c'est ça la réalité. Et c'est ça, pour moi, la plus belle activité du monde, c'est de faire connaissance, de découvrir les pensées qui créent ma réalité, les pensées qui créent mon existence. Puis ça me rappelle un autre exemple, Mireille. On va prendre, il reste encore un petit peu de temps, on va en profiter. À chaque fois qu'on commence la vidéo, juste avant de commencer, j'ai mon peigne, puis là, je m'arrange une couette, puis là, à peu près un cheveu, hein, c'est un cheveu. Moi, je connais une amie artiste, Alexandra Bastien, que je salue, qui peint à un poil. Moi, c'est un cheveu. C'est rendu aujourd'hui, j'en ris beaucoup les cheveux, mais il y a 20 ans, la pensée je vais être chauve, la pensée je perds mes cheveux, parce qu'il y a 20 ans, il y a eu une grosse chicane dans ma famille. Je me suis vraiment chicanée, ça a été fort avec mes sœurs, et là je me suis détachée de ma famille physique, c'est-à-dire là, on ne se voit plus depuis 16 ans à peu près, mais ça ne veut pas dire que je suis détachée d'elle. Je les aime, ma famille, parce qu'au fond, on est tous attachés. C'est inséparable, c'est incoupable, on ne peut pas séparer ça, on est un. Ma famille, maintenant, pour moi, ça a été des grands maîtres, mes sœurs, des grands maîtres dans ma vie. Puis je les aime, je les adore, puis je prie pour elles tous les jours. Et il y a 20 ans, quand la chicane a éclaté après le décès de mes parents, mes trois sœurs et moi, on a pris nos distances. Et là, j'ai retrouvé ma liberté. Je ne savais pas, moi, que m'empêchais d'être moi-même pour avoir ma place dans la famille. Puis moins je voulais déranger, plus je dérangeais. C'est fou, hein? Ça marchait pas. Il y a quelque chose qui marchait plus. Puis mes sœurs ont eu le courage, puis on en parlera de l'abandon et du rejet, mais ils ont eu le courage de me pousser en bas du nid de la famille pour dire Dodo va vivre ta vie. C'était en 2004, c'était l'année où j'ai publié mon premier de 4 livres, là j'écris mon cinquième. C'est l'année où j'ai commencé ma carrière de conférencière, ma carrière comme coach, les années qui ont suivi toutes mes formations. J'ai retrouvé ma liberté, j'ai déployé mes ailes, mais je ne savais pas, moi, que pour rester, j'étais attachée à la pensée, je veux rester dans ma famille avec mes soeurs, je veux rester, mais c'était au prix de ma liberté. Je m'empêchais d'être moi-même. Ça ne veut pas dire que j'aime pas mes sœurs, ça ne veut pas dire que mes sœurs m'aiment pas, ça veut dire que mes sœurs, pour moi maintenant, j'ai tout repensé mon histoire. Mes sœurs m'ont donné la liberté. Ils ont eu le courage. Ils m'ont fait un cadeau. Ils ont dit, Dodo, va t'en vivre. S'ils pouvaient le dire dans des mots conscients, il y a 16 ans, mes sœurs m'auraient dit, Dodo, va donc vivre ta vie. Puis laisse-nous donc tranquille un petit peu. Laisse-nous respirer de notre côté. Mais la chose, c'est que j'ai eu une obsession pour les cheveux en 2000, en même temps que ma fille commençait à faire de la calvitie. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle, en 2000, elle a commencé à avoir la pensée «je suis une femme» parce qu'elle a rencontré une femme transgenre. Elle a lu l'histoire d'une femme transgenre et elle s'est dit ça doit être ça que je vis, moi, c'est ça que je vis. Et là, sa calvitie, elle, dans sa tête, c'était la pensée si je n'ai pas de cheveux, je ne peux pas être une femme si je fais de la calvitie. Moi, en 2000, c'était si je perds mes cheveux, ne pas avoir de cheveux, ça veut dire je ne suis pas belle, je ne suis pas puissante, je ne suis pas dans ma puissance, je ne serai pas attirante, je ne pourrai pas faire ce que je veux faire dans la vie, les gens ne m'aimeront pas, je vais perdre toute ma confiance en moi, je vais avoir honte de moi, c'est pas juste. J'avais beaucoup de pensées qui me faisaient souffrir énormément. Et en 2002, j'en suis arrivée à une obsession.
c'était les Olympiques, puis j'écoutais, puis c'était tellement obsessionnel, mon affaire, que je voyais pas les gens, je voyais juste leurs cheveux. Je regardais Wow. les Olympiques, je voyais la tête de tout le monde. Tout ce que je voyais, c'était des cheveux d'enfants, les cheveux d'adultes, les cheveux d'adolescents, les cheveux de tout le monde. Je perdais mes cheveux dans ma soupe, des cheveux sur mon assiette, des cheveux sur mon clavier d'ordinateur. J'avais des cheveux sur mes vêtements, des cheveux sur le comptoir, des cheveux dans le lavabo. Je capotais. Je capotais. J'ai payé des fortunes pour sauver mes cheveux. J'ai payé des fortunes en traitement. Je capotais, je capotais. C'était une obsession. Puis un jour, j'ai appelé mon médecin de famille. Puis j'ai dit, donnez-moi des antidépresseurs ou des anxiolytiques ou des calmants. Je suis en train de virer folle. Je l'ai vu, moi, en tant que spécialiste des pensées. Comment une pensée peut rendre fou quelqu'un sain d'esprit. Je me considère saine d'esprit, quoique c'est très relatif. Il y a beaucoup de gens qui vont prétendre le contraire. Je les comprends, mais c'est ça l'affaire. Et aujourd'hui, c'est merveilleux parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à voir que ça n'avait pas de bon sens. Ça m'empoisonnait la vie. Puis j'ai été capable de dépasser tranquillement cette pensée terrorisante-là. Mais c'était toute une terreur parce que moi, quand je regardais dans le miroir ma tête, je ne voyais pas les cheveux qui étaient là. Tout le monde me disait, t'as beaucoup de cheveux, t'as beaucoup de cheveux, je comprends pas ton problème. Puis j'en parlais à tout le monde. Moi, je ne voyais pas les cheveux que j'avais. Je voyais les cheveux que je n'avais pas. Voilà la puissance d'une pensée. Je me voyais C'est chauve. puissant. Puis quand ma fille, en 2015, m'a avoué qu'elle était une femme transgenre, puis qu'elle, sa peur, c'était sa calvitie, ma fille, là, j'ai commencé à faire des liens. J'ai dit, mon Dieu, je connectais à son prix. Moi, je connectais, je partageais la même peur qu'elle. Hmm. J'étais solidaire de cette peur-là. Puis en 2015, ma fille, j'étais allée magasiner avec elle pour sa première perruque. J'étais dans la voiture, évidemment, je me mêlais de mes affaires. Ma fille est allée elle-même chercher sa perruque. Puis c'est ce soir-là qu'elle m'a montré sa... Ah, je ne l'oublierai jamais. C'est comment elle se voyait. Puis aujourd'hui, ma fille a une collection de perruques de toutes les couleurs, de toutes les couleurs, de toutes les coiffures, de toutes les longueurs. Puis ma fille, si elle voyait les cheveux que j'ai sur la tête, ma fille trouverait que j'en ai énormément. C'est tellement relatif. Puis moi, je me dis maintenant, si je me plains, si jamais je me replains, il y a 5 ans, c'est ça que j'ai pensé. Si je me plains des cheveux que j'ai, pense à ta fille, ma chérie. Hmm. Puis je te le dis que je me suis dit, oh non, jamais. Et là, j'ai compris que les pensées qui nous font mal parce ils nous font croire que ce serait mieux d'avoir ce qu'on n'a pas. Et le fait de s'attacher à obtenir quelque chose qu'on n'a pas nous empêche d'apprécier ce qu'on a. Puis ça, on pourra parler de ça dans une émission sur la gratitude. Hmm. La gratitude. Et cette histoire-là, pour dire qu'aujourd'hui, j'en ris. D'ailleurs, je le fais, là, je vous le montre, mon petit ping, puis je le fais, mais je le sais que c'est pour Ah rire. oui, tantôt, j'ai vu une grosse différence. Non, mais je le sais, puis, mais c'est pas ça qui m'empêche de faire des vidéos, Hmm. c'est pas mon apparence physique, les pensées vont dire t'es trop vieille, t'es C'est pas assez ça. En belle, fait, c'est tu pas es ça. consciente. C'est ça l'affaire, c'est que t'es pas. En fait, c'est pas mal d'avoir des attachements. L'important, c'est quand on en prend conscience. Toi, tu es consciente là, de ton affaire de cheveux, tu as comme un bug là, par rapport à tes cheveux. Là. Puis moi, je trouve ça très drôle à chaque fois. Mais toi, tu te fais pas souffrir avec ça parce que tu en es consciente. Fait que tu gardes ta liberté C'est dans ça. cet attachement-là. C'est ça. Alors, on peut être attaché, parce qu'au fond, c'est ça qu'on fait, les humains, on s'attache. Hmm. C'est naturel aussi, C'est hein, ça c'est ça. qu'on fait. Ouais. Aimer, c'est s'attacher. Hmm. On aime, on est des grosses taches tenaces, ma fille. Je suis une grosse tache. Une mère, ça fait quoi, ça aime? Une blonde, une soeur, une amie, un frère, Hmm. un père, un conjoint, un voisin. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On aime. On Hmm. aime. C'est ça qu'on fait.
Voilà. J'espère que ça va vous... Merci. Merci Mireille Damour. J'espère que ça va vous apporter un petit peu plus de lumière dans vos Hmm. attachements, puis dans vos belles relations avec vos pensées, vos histoires. Hmm. Ben, Mais pour moi, oui, en tout cas, hmm, vraiment, c'était génial, super riche encore une fois. mes beaux génies d'amour, Mireille Damour, je vous remercie infiniment. Si vous avez des questions, gênez-vous pas ou des commentaires, continuez d'en écrire. Même en rediffusion, je vais répondre, je vais écrire. Si vous voulez aller visiter mon site web, il y a beaucoup d'informations. J'ai mon blog, j'ai ma boutique avec mes livres, j'ai tout ça. Et j'ai mon coaching et j'ai mon amour pour vous. Alors, je vous aime. Je t'aime, Mireille Damour. Merci tout le monde et Merci tout le monde. continuons d'unir nos cœurs. Bye bye. Bye, à la semaine prochaine.